Salut à tous, vous êtes bien sur Culture et Nous, donc la chaîne qui parle de tout et de rien, mais surtout de tout. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est méconnu, qui n'est pas souvent abordé de façon précise en histoire, les Mérovingiens. Les Mérovingiens, qu'est-ce que c'est ? C'est une dynastie qui a régné sur une zone géographique qui, en gros, représente la France, la Belgique, une petite partie de l'Allemagne actuelle, et qui a régné du milieu du 5e siècle jusqu'au milieu du 8e siècle à peu près. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire un podcast sur les Mérovingiens ? Parce que ma chère et tendre, qui est une spécialiste de cette dynastie, m'en a beaucoup parlé. Et du coup, je trouvais intéressant qu'on fasse un podcast là-dessus, puisque finalement, comme je dis souvent, la culture, c'est une question de passion, une question d'envie. Et donc, les deux invités que je reçois aujourd'hui ont fait un mémoire sur les Mérovingiens. Donc, Mathilde, qui a fait un mémoire d'abord sur la Bitchelle, ensuite sur la reine Bathilde, qui était aussi en lien avec les Mérovingiens, plus ou moins, mais qui, elle, donc, a écrit un mémoire sur les Mérovingiens. Et... Pas en lien avec les Mérovingiens, elle était reine mérovingienne. Je te prie de ne pas me couper, s'il te plaît. Et ensuite... ma chère et tendre. Et ensuite, Mélanie, donc, qui a aussi écrit un mémoire sur le Mérovingien. C'était quoi déjà ton sujet exact ? C'est la vie d'un saint qui a vécu à l'époque mérovingienne, voilà. Qui s'appelle Germer. Germer, vous voyez, un nom très sexy. Ouais. Alors, oui, parce que les noms mérovingiens étaient assez sexy à l'époque. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est, alors voilà, pour repréciser le thème du podcast d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que c'est une dynastie aussi méconnue ? Parce qu'au bout du compte, c'est une dynastie qui est méconnue. Peut-être des raisons de faits logiques. Est-ce qu'il y a un manque de sources qui peuvent expliquer tout d'abord peut-être la méconnaissance de cette dynastie et de cette période historique ? Peut-être Mélanie, si tu veux commencer. Oui, pour partir sur ça, on peut dire que plus on se rapproche de nous dans le temps, plus on peut conserver de sources, parce que au départ on écrit sur des parchemins ou sur des pots d'animaux. Donc forcément, pour le conserver, plus on remonte dans le temps, plus c'est difficile d'avoir des sources qui sont conservées juste de manière physique. Donc forcément, on en a moins à cette époque-là. Et puis il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a très peu de personnes qui savent écrire à ce moment-là, hormis les religieux, et donc il n'y a que eux qui peuvent écrire. Donc ça réduit encore le nombre de personnes qui peuvent écrire quelque chose. Donc forcément, si on ajoute ce peu de possibilités d'écrire plus le peu de possibilités de le conserver, on n'a pas grand-chose sur cette période-là. Donc c'est ce qui explique au bout du compte qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur les différentes dynasties qu'il y a eu. Et encore des moments où on a des trous, on peut pas expliquer vraiment ce qui s'est passé en fait. On n'a pas assez de sources dessus. Est-ce que tu veux rajouter un élément là-dessus, Mathilde ? Après, j'aborderai une autre question. Oui, et puis en plus, pour rentrer dans le détail, mais ça, je pense qu'on l'abordera un peu plus loin, il y a un phénomène qui est assez marquant pour les Mérovingiens, c'est que déjà, ils arrivent après les Carolingiens. Et ça leur a fait beaucoup de mauvaise publicité. Avant les Carolingiens. Oui, mais j'ai dit après ? Oui, oui, avant. Ouais. Je précise, c'est une spécialiste. Et en fait, ça leur a fait pas mal de mauvaise publicité. Déjà pour une raison toute simple, c'est que dans les premiers temps de l'époque mérovingienne, on écrit sur papyrus, qui sont des feuilles végétales hyper friables et donc qui se détruisent très facilement. Alors qu'à l'époque carolingienne, mais déjà sous la fin des derniers règnes mérovingiens, on a commencé à écrire sur parchemin, ce qui se conserve déjà beaucoup mieux. Et donc ça a déjà à l'époque carolingienne donné l'impression d'avoir un vide de l'État à l'époque mérovingienne, parce que peu de sources. Donc on a l'impression d'avoir un gouvernement fainéant, passif, qui ne produit rien par rapport à des Carolingiens qui eux produisent énormément. Et donc en fait il y a cet effet de source qui est mathématique et qu'a évoqué Mélanie, qui d'emblée dessert déjà la période mérovingienne. D'accord. Alors, donc là, on voit qu'il y a un problème de source qui pose problème aux historiens actuels pour pouvoir travailler sur cette période. Je suppose que vous aussi, quand vous avez écrit vos mémoires respectifs, avez eu des problèmes, puisque finalement, les seules sources que vous aviez concrètes, c'était des sources littéraires. Alors, je précise, c'est mes souvenirs d'histoire en licence, il y a plusieurs types de sources. Il y a les sources littéraires, les sources archéologiques, les sources... aidez-moi, les sources...
les sources iconographiques. Les sources iconographiques, voilà, c'est ça. Et donc ces différentes sources en fonction des époques, et il y a plus ou moins de sources de tel type. Par exemple, je pense que la Grèce antique c'est plus des sources archéologiques que des sources littéraires, alors que là, l'époque des Mérovingiens c'est plus des sources littéraires. En plus, hein, ça a été retravaillé par les différents historiens à différentes époques. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui peut expliquer peut-être le manque de connaissances qu'il y a sur les Mérovingiens. Je m'explique. Après, je veux préciser ma question. Est-ce que finalement l'historiographie au fil des siècles, c'est-à-dire à partir du moment où on a commencé à s'intéresser à la période peut-être 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, du fait de la construction du roman national qu'on a eu en France à partir de 1860, enfin, la République, est-ce que ça explique pas le manque de connaissances ou peut-être le rapport biaisé qu'on a à cette histoire? Je sais pas laquelle de vous devez répondre, peut-être Mathilde. Oui, alors déjà pour rajouter à cette complexité qui est liée à la production des sources, il y a aussi l'historiographie, c'est-à-dire la façon dont on a pensé et réfléchi l'époque mérovingienne. Et au milieu du 19e siècle, on a commencé à s'intéresser à cette dynastie pour elle-même. Et il y a un des premiers ouvrages qui est paru sur la question, qui est celui de l'historien Augustin Thierry, qui a publié à partir de 1830 les récits des temps mérovingiens, je crois, et qui était déjà une histoire très orientée et qui a contribué à forger un mythe, celui d'une dynastie fainéante, un peu bourrin, une dynastie qui a été marquée par le règne de reines très sanglantes, très avec l'objectif de gagner du pouvoir. Et donc du coup, voilà, dans la succession des guerres civiles qu'il y a eu cette vision très romantique, mais aussi très c'est un petit peu la dynastie de personnes manipulatrices ou fainéantes qui se sont fait ensuite manipuler par des personnes plus intelligentes, les mères du palais Pipinide, qui ensuite ont réussi à faire un vrai règne, un vrai état éclatant. Alors précisons, parce que là on part sur plusieurs choses, peut-être que vous allez pouvoir préciser. Quand on dit les rois fainéants, pour que les auditeurs qui nous écoutent, Dagobert, que tout le monde connaît, c'était l'archétype durant la Troisième République du roi fainéant. Alors non. Non, je me trompe peut-être. Alors vas-y, peut-être Mélanie, si tu veux réagir, ou Mathilde, je sais pas. Je sais pas, en fait, là, je suis pas trop sûre Dagobert. Parce que Mathilde a réagi, donc je sais pas. C'est plutôt après le règne de Dagobert qu'on a commencé à considérer qu'on avait des rois fainéants. Oui, alors pas dans le règne, bon, je précise, c'est Dagobert qui est considéré comme. Enfin, c'est l'exemple du roi fainéant, c'est ça que je voulais dire. Et est-ce que finalement, cette représentation qu'on a de ces rois, à cette époque-là, qu'on a eu après, est-elle justifiée ou non? C'est-à-dire quand on dit un roi fainéant, c'est un roi qui n'a plus de pouvoir. C'est aussi ce qui a fait défaut aux Mérovingiens, c'est qu'à un moment donné, il n'avait plus de pouvoir. Mélanie, si tu veux te réagir là-dessus. Oui, alors après, c'est lié à l'histoire, mais plus proche, là, sans remonter jusqu'au 19e siècle, mais des Carolingiens, la façon dont ils ont pris le pouvoir, en fait, où ils prennent le pouvoir en fait, par ce qu'on pourrait appeler un coup d'État. Jusque-là, ils sont un peu des premiers ministres, d'une certaine façon, des rois mérovingiens. Et puis à un moment, ils vont réussir à prendre le pouvoir un petit peu de force, grâce à l'aide du pape, au passage. Et du coup, pour justifier ça, en fait, c'était plus de dire que c'est eux qui sont dans l'action. Alors, ils n'ont pas le titre officiel de roi, mais ils sont plus dans l'action. Donc, techniquement, c'est plus eux qui dirigent le pays. En fait, c'est ça qu'ils essayent de mettre en avant. Et du coup, forcément, par ricochet, ils essayent de montrer que les rois, eux, sont complètement feignants et ne font rien, alors pour montrer que c'est les Carolingiens qui sont à la manœuvre et qui font quelque chose. Donc c'est aussi une volonté des successeurs en fait, des Mérovingiens de les enfoncer pour justifier en fait leur prise de pouvoir. D'accord. Et puis si je peux juste rajouter là-dessus, c'est l'argument qu'ils invoquent pour revendiquer le titre impérial, qui a disparu en Occident en 476 et que Charlemagne cherche à récupérer. Alors ça, si vous voulez bien, on en parlera après, parce que là, on expliquait juste l'image qu'on a des Mérovingiens, comment elle peut s'expliquer. Oui. À travers l'historiographie qu'on a eue. En plus, je pense que cette image, quand il y a toute la période un peu romantique, justement au 19e siècle et tout ça, on s'appuie plutôt sur... Charlemagne, on fait référence à Charlemagne et du coup c'est effectivement on prend un peu du coup le même point de vue, je pense que à l'époque, de dire que c'est eux les bons à suivre, enfin les bonnes personnes, les bons modèles, et que dévaloriser du coup les Mérovingiens toujours de la même façon. En fait, on reprend juste le modèle qui a été mis en place
par les Carolingiens. D'accord. Donc là, pour que les auditeurs comprennent, donc l'image qu'on a des Mérovingiens s'explique par l'historiographie au fil des siècles qui s'est construite, d'abord par les successeurs des Carolingiens, et ensuite par la construction que les historiens ont eue à partir de 1850 jusqu'à nos jours, pour construire un roman national et pour renforcer en gros le mythe du roman national français. Peut-être maintenant, pour être plus précis, parce que là on parle de l'image qu'ils ont, parler des Mérovingiens. Comment est-ce que les Mérovingiens, parce que sont-ils arrivés au pouvoir et d'où viennent-ils ? Première question. Je ne sais pas qui veut répondre, Mathilde peut-être, on t'écoute. Oui, alors bon, les Mérovingiens sont des Francs déjà. Donc ce sont des tribus germaniques, des peuples germaniques qui viennent de la région du Rhin et qui progressivement vont rentrer dans l'Empire romain. Mais pas forcément dans ce qu'on a pu, pas forcément dans le contexte qu'on a longtemps appelé celui des invasions barbares, mais une entrée dans l'Empire romain qui s'est faite de façon relativement pacifique, puisque ce sont des peuples qui ont migré à l'intérieur de l'Empire romain et qui ont négocié. Pour qu'on voit un peu la chronologie. Ça se fait déjà à partir du 3e, 4e siècle de façon très progressive, mais ça s'est intensifié au 4e et 5e siècle. Et ces différents peuples ont tout simplement négocié en fait des traités, qu'on appelle des fédus en fait, des traités de fidélité avec l'Empire romain, dans lequel ils ont négocié leur entrée dans l'Empire, en échange de quoi ils acceptaient de défendre les limites d'un empire qui était très grand et très difficile à maîtriser. Empire dont le cœur était celui de Rome, donc la limite, les frontières qui allaient jusqu'en de l'Angleterre et jusqu'au Rhin, c'est déjà un cœur qui est très éloigné en fait du centre de l'Empire, et donc ce sont ces tribus qui vont avoir à la charge de la défense des frontières. Donc en fait, cette image de l'invasion barbare, elle est complètement erronée, et d'ailleurs ce traité là, ce Fides, c'est ce qui est à l'origine ensuite de ce qu'on a considéré comme étant la base du système féodal. C'est d'ailleurs le mot qui a donné féodalité. Donc là, les origines de l'entrée dans des Mérovingiens dans l'Empire romain, Mathilde m'a expliqué, mais ensuite, pourquoi est-ce que ce sont eux spécifiquement qui ont réussi à prendre le pouvoir, et à partir de quel moment ont-ils réussi à vraiment imposer leur hégémonie, entre guillemets, sur la région que j'ai décrite au début du podcast. Mélanie, peut-être si tu veux réagir. Ça se fait de façon assez progressive, parce que c'est des conquêtes militaires, qui se font par des batailles, tout simplement. Alors, peut-être préciser dans quel contexte ça se fait, parce que Mathilde disait que c'était l'Empire romain qui chutait à ce moment-là. Donc c'est l'Empire romain, mais il faut savoir que l'Empire romain, il en reste pas grand-chose, dans le sens où c'est plutôt une tradition gallo-romaine à ce moment-là. Les gens qui ont le pouvoir en fait dans la Gaule à cette époque-là, c'est les évêques, et donc c'est eux qui tiennent le pouvoir dans les grandes villes et qui souvent organisent la région qui est autour en fait. Et du coup, concrètement, il reste pas grand monde pour défendre vraiment physiquement le territoire, donc c'est assez facile d'y rentrer, je pense. Et du coup, les conquêtes se font progressivement. D'abord, ils sont dans la région vraiment le nord de la France, jusqu'à la Seine, grosso modo, je pense, dans un premier temps. Après, j'ai pas vraiment en tête tout le schéma. Ce que je comprends pas, c'est que vous disiez tout à l'heure qu'ils venaient du Rhin, mais de quelle partie du Rhin ? C'est-à-dire plus vers le nord, c'est-à-dire plus vers les Pays-Bas actuels, pour schématiser, pour qu'on comprenne. En fait, parce qu'on parle souvent de francs-saliens, c'est pour ça. Francs-saliens et francs-rhénans, voilà. Donc en fait, il y a ces deux peuples qui ont en fait les mêmes traditions, mais qui viennent d'endroits un peu différents. Et puis finalement, il y a une mixité qui va se créer entre ces deux peuples, et qui vont progressivement descendre, en France, dans ce qui aujourd'hui est la France. D'accord. Et contrôler jusque les pourtours de la Méditerranée, pour faire descendre la possession des cités dans ce qui est contrôlé à l'époque par les aristocraties gallo-romaines. Et donc en fait c'est par un système d'association avec des élites qui sont déjà existantes, donc en fait qui sont des élites qui appartenaient à l'Empire romain et qui ont été maintenues malgré la chute du titre de l'empereur, donc ces fameux évêques, et la conversion de Clovis, parce que je rappelle qu'avant la conversion de Clovis,
Alors, juste, on reviendra à Clovis après, parce que justement, j'avais parlé ça après. Mais donc là, vous expliquez, donc, ils ont fait des conquêtes pour imposer d'abord leur. Ça, voilà, c'est pour qu'on comprenne d'où ils venaient et comment est-ce qu'ils ont fait. Maintenant, on est d'accord que le premier mérovingien, c'est Clovis. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Ou est-ce que c'est même historiographiquement, c'est un peu compliqué? Ou alors le premier qui a réussi à laisser sa trace dans l'histoire, peut-être? Oui, le premier qui a laissé une trace importante, peut-être, oui. Mais justement, c'est le premier qui est à la base d'un système qui commence à fonctionner comme les systèmes qu'on a associés à l'époque médiévale. Et déjà, ça commence par la christianisation de ce peuple. Alors justement, voilà, ça, on arrive au cœur du sujet, c'est-à-dire que comment est-ce que Clovis a réussi à imposer son pouvoir. D'abord, pour préciser, mérovingien, on est d'accord que ça vient de Mérové, hein, donc c'est un ancêtre mythique, on ne sait pas s'il existait ou pas, de Clovis, en gros c'est ça. Voilà. Donc Clovis, il est sacré, on n'a pas la date exacte, mais en 496 à peu près, c'est ça? Baptisé, pardon, pas sacré, baptisé, mais c'est précisé. Il y a des débats encore dessus, je crois, c'est pas encore... En gros, fin du 5e siècle. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'il se baptise au christianisme, et est-ce que ça a été compliqué d'imposer ça à son peuple qui était pas chrétien, mais qui était autre? Pourquoi il le fait? C'est stratégique en fait. Quand c'est raconté par Grégoire de Tours, c'est tourné de façon à ce qu'on se dise il était païen et puis enfin il s'est dit que c'était la bonne façon d'agir, de devenir chrétien. Mais... Alors Grégoire de Tours, je précise, c'était Grégoire de Tours, c'est un évêque, l'évêque de Tours en fait, qui est très puissant à ce moment-là et c'est une des sources vraiment essentielles pour cette période-là parce qu'il a décrit en fait toute l'histoire. Il est remonté plus loin que ce qu'il avait vécu lui, donc pour ça c'est quand même un peu flou, mais après il a décrit vraiment ce qu'il a vécu, donc les années où il a vécu. Donc là c'est un peu plus précis, même si c'est orienté à sa façon d'évêque et voilà. D'accord. Et donc Grégoire de Tours, quand il raconte ça, voilà, il tourne le récit d'une certaine façon, mais en vérité on va quand même se dire que c'est plutôt quelque chose de très opportuniste parce qu'en fait, étant donné que comme Mathilde l'a dit, c'est les évêques qui tiennent et les grandes aristocraties locales qui tiennent le pouvoir. En prenant leur parti, en devenant chrétiens comme eux, ça va être beaucoup plus facile de s'associer à eux, en fait, tout simplement. D'accord. Donc c'est assez stratégique finalement. D'accord, donc mais là c'est la raison, mais est-ce qu'il a réussi à imposer... Parce que le pouvoir à l'époque, comment est-ce que le pouvoir s'incarnait chez le mérovingien avant qu'il y ait cette christianisation? Avant, c'est un pouvoir de force, en fait. Tout simplement, c'est on suit le plus fort et il partage, en fait, le butin avec les autres. Et c'est comme ça qu'il a des gens qui le suivent parce que il va partager, il va faire beaucoup de conquêtes et donc avoir beaucoup de butin et il redistribue derrière. Et du coup, on le suit pour ça, en fait. Parce que si je demande ça, justement, c'est que parce que c'était un peuple polythéiste avant, on est d'accord, c'est ça, avec plusieurs dieux. C'est qu'en fait, le pouvoir se faisait par la force, comme tu me l'as dit. Et là, il se converti à une religion où finalement le dieu s'est fait crucifier, donc selon leur représentation à eux, c'est un dieu faible. Comment est-ce qu'il a fait pour réussir à imposer ça à son peuple et à ses différents soldats? Je sais pas, Mathilde ou Mélanie, je sais pas qui veut répondre à ça. C'est en fait partir de l'idée que c'est complexe d'imposer ça aux personnes qui le suivent, et donc je rappelle que là on ne parle pas de paysans, on parle de soldats, de gens qui l'entourent dans un système, dans un micro-état qui commence déjà à se former. C'est partir du principe qu'il n'avait pas d'intelligence politique, et en fait ça n'est pas vrai. Si Clovis sait que c'est pratique de s'associer avec une élite qui est très ancrée territorialement, parce qu'il faut savoir que le pouvoir il se gagne d'abord par le territoire. On a du pouvoir parce qu'on arrive à conquérir des espaces et que ces espaces sont contrôlés par des aristocraties avec lesquelles soit on se les met à dos, soit on s'associe. Donc si ces personnes sont des chrétiens, Clovis a pris le parti de se convertir pour s'associer à cette aristocratie qui avait un contrôle territorial très important. Donc les élites politiques qui l'accompagnaient l'ont suivi dans ce choix politique parce que c'était peut-être le plus intelligent en fait. Après, évidemment, la christianisation de la Gaule, elle était déjà existante avant, puisque je rappelle que l'Empire est déjà chrétien en fait, avant que l'Empire romain était chrétien. Avant que les Francs n'investissent l'espace. Et donc en fait, c'est une minorité de la population qui à ce moment-là prend le pouvoir et qui se convertit à une religion qui existe déjà sur place en fait. D'accord. Et c'est pas une religion qu'on choisit et qu'on impose à la population. Il faut l'imposer à une minorité aristocratique en fait, qui vient prendre le pouvoir avec Clovis. D'accord. C'est vrai.
On le voit un petit peu, ça s'est fait progressivement aussi, on le voit à travers les récits de Vite, justement, beaucoup les récits de païens, de conversion qui est menée aussi par les religieux sur le terrain, quoi, concrètement, et ça se fait progressivement, quoi. Mais comme on le sait, les chrétiens ont repris beaucoup de rites païens pour se les approprier et faire que ça soit transmis, mais ça c'est plus connu de façon générale. Après ça c'est une règle universelle dans toutes les religions. C'est ça. Mais d'accord, donc là donc là c'est les prémices pour comment est-ce qu'il a réussi à imposer comment est-ce qu'il a réussi à imposer son pouvoir et donc là son territoire son royaume il est immense, on est d'accord, donc il a la France actuelle peut-être, une partie de la France actuelle, la Belgique et un peu de l'Allemagne actuelle, c'est ça. Ensuite Clovis meurt, parce qu'il meurt à un moment donné, parce que c'est pas un dieu tout puissant, donc il meurt à un moment donné. Oui. Et j'ai souvent entendu Mathilde et toi aussi Mélanie me dire que la succession se faisait d'une façon que quand un roi mourait, son territoire était divisé entre ses fils. Oui, c'est ça. Est-ce que expliquez Mélanie le Teilreich, c'est un mot allemand que j'aime beaucoup. Ouais, mais... c'est ça. Reich c'est le territoire, quoi, l'empire, et du coup Teil c'est la partie. Donc c'est une partie. On divise en parties le territoire selon le nombre d'enfants qu'on a. Donc tout simplement, Clovis avec 4 fils, si je ne me trompe pas, donc voilà 4 parties et on divise le royaume en 4. Donc ces fils, eux, après qui ont eu 3 enfants, divisaient aussi leur partie entre eux, ou alors est-ce que leurs fils ont voulu envahir? Est-ce que les fils de Clovis ont voulu s'envahir pour aussi reconquérir les territoires? Eh ben oui, forcément, parce que du coup ça fait des plus petits territoires et on a envie d'avoir celui du voisin. Donc des fois il y en a qui meurent opportunément, ça tombe bien, mais voilà, sinon ça peut créer des conflits comme entre Chilpéric et Sigebert, deux des fils ou petits-fils fils ou petits-fils, je sais plus, de Clovis. Ouais, Petit-fils de Clovis, qui était Chilpéric c'est plutôt sur la Neustrie, donc le nord de la France, au-dessus de la Seine, et Sigebert c'est plutôt l'Austrasie, donc la partie est. D'accord. Et, eux deux vont s'affronter, ça va durer sur quelques générations d'ailleurs. Mais donc il y a eu des guerres civiles aussi immenses, c'est ça, des guerres fratricides. Ouais. Et d'ailleurs en fait ce système qui est assez simple à comprendre, on divise son territoire en fonction du nombre d'enfants qu'on a, garçons. En fait, partir de l'idée que Clovis il a un territoire qui est relativement grand, il a 4 fils, il le divise en 4, en admettant que ces 4 fils aient eux-mêmes plusieurs enfants, les territoires dont ils ont hérité de Clovis n'ont jamais été divisés en sous-territoires sur l'ensemble de la dynastie mérovingienne. Donc c'est bien que les guerres civiles en fait ont toujours eu ce motif en fait de récupérer les territoires des autres enfants, puisque en fait on n'a jamais divisé plus que ce qui s'est produit lors de la première génération. D'accord. Donc là c'est comment est-ce que se passaient finalement les droits de succession. Ensuite comment est-ce que se passait la vie politique durant ces 2 siècles, c'est-à-dire comment est-ce que le pouvoir était-il exercé? C'est-à-dire, est-ce que le roi, comme on peut l'entendre parfois avec Louis XIV, c'était un roi absolu, ou est-ce qu'il y avait des vassaux? Est-ce que comment ça se traduisait concrètement dans l'exercice du pouvoir à ce moment-là? Parce que c'est ça dont on parle aussi. Je sais pas qui veut réagir, Mathilde peut-être. Alors, le roi, il tient une cour, c'est-à-dire en fait un certain nombre de partisans d'aristocrates francs qui l'entourent en permanence. Mais qui n'est pas fixé à un endroit précis. On a des cours qui sont itinérantes et qui vont se déplacer de domaine en domaine. La conception du pouvoir à l'époque, elle est essentiellement territoriale. Et la conception du pouvoir, elle est aussi patrimoniale. D'où en fait la division du pouvoir, le pouvoir qui est divisé en territoires en fait. C'est pour ça qu'on retrouve ça. Le pouvoir, en tout cas le pouvoir du roi, il est associé au pouvoir d'un maire du palais, qui est en fait l'équivalent d'un premier ministre, qui est choisi généralement parmi l'une des plus grandes familles aristocrates franques, et qui va aider le roi à gouverner. Le roi, il a aussi un pouvoir de décision concernant de plus en plus les élections des évêques. Avant, les évêques étaient élus ad clero et populo, c'est-à-dire par le clergé et par le peuple. Tu peux répéter ça, c'est assez sexy. Ad clero et populo, ce qui veut dire par le clergé et par le clergé, peuple. Ouais. Et progressivement, le roi va imposer un pouvoir de décision sur le choix des évêques, sur les élections avec des guillemets des évêques, qui sont de plus en plus choisis par le roi.
Donc en fait, on est passé d'un moment où le roi va s'associer à des évêques parce qu'ils sont puissants sur le territoire, à un moment où le pouvoir du roi a pris tellement d'ampleur que maintenant il va pouvoir imposer ses partisans à la tête de sièges épiscopaux et contrôler les élections des évêques. D'accord. Après, il y a d'autres types de pouvoirs dont le roi dispose, un pouvoir justice, Voilà. etc. Peut-être juste, Mélanie, pardon, si tu veux réagir à ça. On peut dire qu'il y a une chancellerie qui existe, qui est pas énorme. Qu'est-ce que la chancellerie C'est-à-dire que les gens qui vont rédiger les actes officiels du d'accord. roi, donc ça existe. On en a quelques-uns qui sont conservés, des actes royaux de cette époque-là. Il faut savoir que l'écriture mérovingienne est très très difficile à lire. Il y a peu de spécialistes en France qui peuvent le faire. Dans le monde d'ailleurs. Et dans le monde, du coup, ouais. C'est aussi une des questions, enfin, ça revient à la question du début, l'historiographie. Oui. C'est assez difficile, c'est c'est des lettres qui sont effilées sur une grande longueur, ce qui va changer vraiment avec une fois que Charlemagne met en place un nouveau type d'écriture qui là va être beaucoup plus lisible. Mais à l'époque mérovingienne, c'est encore difficile. Mais donc il y a une chancellerie qui existe quand même, qui rédige les actes royaux, et puis il y a aussi quelqu'un qui garde les sous en fait, tout simplement. Les sous, et par exemple, pour le règne de Dagobert, c'est Éloi, celui qu'on retrouve dans la chanson Le Bon Saint-Éloi. Voilà, c'est lui qui est-ce qu'elle est sur YouTube ou pas cette chanson parce que t'en parles comme si tu me connaissais. Ouais, c'est ça. La chanson, voilà, donc le Bon Saint-Éloi. Dagobert. Oui, je rigole. Le bon Saint-Éloi, c'est celui qui tenait l'argenterie, enfin qui tenait, qui était d'ailleurs à la base orfèvre. Donc voilà, il avait l'habitude de manier les sous. De manier les sous, voilà, on peut dire ça. Le flouze, comme on dit. D'accord. Donc là, donc là, ce que je comprends, c'est que donc, pendant 2 siècles, il y a eu des guerres civiles entre les différents successeurs de chacun et chacune qui ont suivi Clovis derrière. Des guerres civiles, donc des empoisonnements, des morts. On a compris comment le pouvoir s'exerce plus ou moins, le rapport à la religion, c'est-à-dire qu'il commence à prendre le pouvoir sur la religion. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que les Mérovingiens ont-ils perdu le pouvoir ? Tout à l'heure, Mathilde t'en parlait un tout petit peu au début et on a dit qu'on y revenait. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Pourquoi est-ce qu'on perdu le pouvoir et pourquoi est-ce que c'est les Carolingiens qui l'ont pris derrière ? En fait, les Mérovingiens, ils n'ont pas perdu le pouvoir de façon plus spectaculaire que les autres dynasties. C'est-à-dire que y a des coups de malchance à un moment donné qui interviennent. On a des enfants qui vont gouverner de plus en plus jeunes. Parce que, c'est pas non plus un secret, hein. À l'époque, l'espérance de vie, elle est pas non plus excessivement longue. Il y a beaucoup de guerres. En fait, des rois qui règnent jeunes, c'est aussi beaucoup de régence et c'est aussi beaucoup de possibilités pour les autres familles d'essayer d'accroître leur pouvoir. Et donc, en fait, les Carolingiens ne viennent pas de nulle part. C'est une famille aristocratique franque qui règne sur un territoire qui est essentiellement localisé en Austrasie. Ouais, parce que... on a le bateau. Qui viennent de loin avec leur bateau. En Austrasie, ouais. En Austrasie, voilà, donc dans la partie est du territoire des Mérovingiens que Mélanie a évoqué tout à l'heure. Et en fait, les Pipinides sont une famille très puissante et qui ont réussi à accroître leur pouvoir. Ils viennent d'où les Pipinides, on sait ou pas ou... De la région de Metz. De Metz. D'accord. Et cette famille va être désignée à un moment donné pour fournir les mères du palais aux Mérovingiens, donc les fameux premiers ministres, et puis à un moment donné où les rois mérovingiens ne vont plus réussir à passer le pouvoir à des rois qui ont atteint un âge adulte, les mères du palais carolingiens vont finir par prendre l'ascendant et puis gouverner pour les... mérovingiens, jusqu'au moment où ils déposeront le dernier carolingien, je ne sais plus dans quelle ville, mais en 751, puis finir par réclamer le pouvoir au pape en disant non, vous nous filez les clés du royaume parce que c'est plus qu'ils ont plus rien à faire ici, quoi, en gros. Hein. C'est ça. D'accord. Mélanie, tu veux rajouter quelque chose ou... Non, oui, non. C'est ça. Alors moi, là, il reste peut-être 2-3 petites questions, parce que le thème du podcast, c'est quand même une dynastie obligatoire, donc on a compris que c'est l'historiographie qui a fait que, c'est le fait qu'ils ont perdu le pouvoir face aux Carolingiens, c'est le fait qu'il y a eu des guerres civiles. Non, je repensais à quelque chose pour l'historiographie, je sais pas si en fait je viens juste d'y penser là, mais comme au 19e siècle, comme on parle encore d'invasion barbare, et voilà, c'est quand même des peuples germaniques à la base.
Et contrairement après Charlemagne qui va représenter plutôt la renaissance de l'Empire, donc le côté romain, et peut-être l'opposition, au 19e siècle, on a plutôt tendance à chasser les Allemands, à diminuer tout ce qui pourrait descendre des Allemands, et du coup valoriser à l'inverse le côté romain et tout ça. Donc, ça peut être une raison de ça pourrait peut-être être une raison d'expliquer pourquoi on a un peu dévalorisé encore au 19e siècle les Mérovingiens. D'accord. Oui, et en fait, pour rebondir sur cette idée, parce que je pense que en fait, c'est ce qui est le plus essentiel dans la méconnaissance de cette dynastie, c'est que elle finit par réapparaître progressivement dans les manuels scolaires, notamment par exemple dans les manuels de la Vis, qui ont été publiés, je crois, en 1913. Enfin, voilà. Donc on est vraiment dans un contexte de pré-Première Guerre mondiale. Et puis ça suit en fait les publications de l'historien que j'ai mentionné au début, Augustin Thierry, qui a commencé à rédiger ses premiers récits des temps mérovingiens, mais de façon assez négative en fait, qui a contribué à alimenter cette légende noire. Et en fait, il y a un certain nombre de choses avec les Mérovingiens qui posaient problème dans l'idéologie du milieu du XXe siècle en fait. Déjà, ils divisent le territoire. Et dans une période où on est en train de construire des États-nations, on est en train de construire des identités nationales qui sont fortes, diviser un territoire, ça relève de l'absurde en fait. Ces gens-là n'ont pas le sens de l'État. On ne peut pas avoir le sens de l'État quand là, t'es pas en train gouverne d'extrapoler un peu peut-être de la vision qu'ils avalaient Ah non, là je répète ce que dit Augustin Thierry. D'accord, tu répètes. Donc ces gens-là n'ont pas le sens de l'État. Il l'a écrit concrètement comme ça ? C'est comme ça que ça a été rédigé dans son introduction de manuel. D'accord. Et donc, des personnes qui divisent les territoires ne peuvent pas avoir le même sens de l'État que des gens qui ont eu la volonté de restaurer une unité impériale et qui arrivent juste derrière, qui sont les Carolingiens. Et donc, même si ce qu'on sait moins, c'est que les Carolingiens ont gardé exactement le même système de partage de l'Empire. Il y a chez les Carolingiens la superposition d'un système patrimonial qu'on va continuer à diviser en différents territoires, même si se maintient l'unité impériale. C'est-à-dire qu'il y a le territoire de l'Empire et les Teilreich qu'on a mentionné tout à l'heure qui continuent d'exister à l'intérieur de l'Empire. Mais voilà, pour cette historiographie du XXe siècle, le défaut de source, donc un gouvernement peut-être moins prolixe, ou qui apparaît moins prolixe que les Carolingiens et qui divise un territoire, c'est une dynastie qui est forcément... Même physiquement, en plus, ils sont chevelus, barbus, on les représente toujours comme ça, alors que tout de suite, après, on a l'impression que... Bon, Charlemagne est encore un peu pareil, mais on a l'impression qu'on va passer à des hommes qui sont bien rasés de près, bien comme il faut, et qui nous ressemblent un peu plus que ces espèces d'énergumènes hirsutes. Mais du coup, justement, la question que je vous écoute, j'ai deux questions. D'abord, qu'est-ce qu'ils ont laissé comme, qu'est-ce que la dynastie mérovingienne, le système politique a-t-il laissé comme trace dans nos sociétés à nous, d'accord, françaises ou allemandes ou anglaises ? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que vous deux, vous avez décidé de vous passionner pour une dynastie que personne ne connaît ? Non mais concrètement, parlons crûment, et qui a été dénigrée pendant des décennies. Peut-être Mélanie, si tu veux commencer déjà sur ma première question, est-ce qu'ils ont laissé une trace ou est-ce que finalement c'est dans la continuité historique déjà comme Mathilde a dit, à la suite les Carolingiens reprennent le même système, donc finalement c'est quelque chose qui s'établit très tôt et qui va perdurer, même si évidemment avec les Capétiens on va passer à quelque chose de beaucoup plus centralisé. Eux ils ont compris que ça affaiblissait plutôt le pouvoir de diviser en parties, donc ils vont faire en sorte que ce soit que le premier fils qui hérite de l'ensemble du royaume pour éviter de le diviser, quoi. Donc ils ont appris de ça, mais bon, il y a quand même quelque chose qui perdure par rapport aux Mérovingiens. Après, pourquoi est-ce que toi t'as décidé de faire un mémoire là-dessus ? Moi, il y a en partie quand même la rencontre avec notre prof qui est quand même spécialisée là-dedans et qui donc arrive à le faire vivre en cours et donne envie de faire qui s'appelle Madame Helvétius. Voilà. Qu'on salue. Anne-Marie Helvétius, tout à fait. Et après, moi, c'est pareil, on est rentré plutôt par le biais de la géographie, donc les récits de vie de saints de l'époque. Et ça c'est incroyablement riche et très 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 intéressant à lire parce que c'est
Ça demande d'avoir un peu de recul parce qu'il faut savoir qui l'a écrit, dans quel contexte, parce qu'en général on écrit ça pour convaincre de quelque chose plus que par un sens religieux ou une foi très importante. C'est plutôt quelque chose qui a un sens, plutôt un outil de propagande quelque part, même si ça nous paraît bizarre aujourd'hui. Et ça nous donne énormément d'informations sur la façon de vivre des gens à l'époque, donc c'est très très riche. En fait, ça a été longtemps laissé de côté en pensant justement qu'il fallait le prendre au premier degré, quelque chose de très religieux, alors qu'en fait si on le regarde d'un autre œil, c'est extrêmement riche sur la façon de vivre des gens, et comme c'est quelque chose qui n'est pas très connu, c'est assez intéressant à étudier justement. D'accord. Voilà. Mathilde, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à travailler sur les mérovingiens ? Je pense que toutes les deux, on a fait notre formation à Paris 8, on a toutes les deux eu un coup de cœur aussi pour des cours qu'on a suivis. Après, il y a aussi ce hasard-là de la formation universitaire. On a aimé l'histoire médiévale, on est tombé sur une professeure remarquable qui nous a donné envie de continuer avec elle, et donc on a suivi avec les mérovingiens. Après, il y a aussi peut-être... ce goût de travailler sur quelque chose de moins connu. Enfin voilà, c'est bête, hein, mais quand on cherche un sujet de mémoire, on peut pas refaire quelque chose qui a été fait en long, en large et en travers. Et en fait, c'est pas qu'il y a plus rien à faire sur les Carolingiens, c'est loin d'être vrai, mais il y a beaucoup plus de choses à faire sur les Mérovingiens, et c'était plus simple en fait de trouver des sujets qui laissaient un peu de place à notre, déjà à notre envie, à nos choix concernant le corpus de sources, parce que en fait il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette dynastie. D'accord. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur les Mérovingiens ? Non. Oui, aimez les Mérovingiens, ils vous aimeront. Trop bien. Alors, peut-être pour conclure, donc pour un peu rappeler donc tout ce qui a été dit, c'est que donc les Mérovingiens ont été oubliés parce que on a un manque de sources important, parce que les historiens de la Troisième République ont aussi tout fait pour un peu les oublier aussi. Voilà, et vous voyez que là l'exemple de Mélanie et Mathilde, c'est l'exemple typique de personnes qui s'intéressent à une période qui est peu connue et qui ont une passion pour cette période, et donc c'est donc bien la preuve que la culture n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité, et que finalement toute connaissance mérite amour et passion. En tout cas, je vous remercie, mesdemoiselles, pour ces différentes données intéressantes. Et je vous dis à une prochaine fois pour un autre podcast. On verra sur quoi. Puis je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée à tous.